Papa, comment la vie est apparue sur Terre? Elle est apparue, si quelqu'un le savait, il aurait le prix Nobel, je crois. En effet, si nous ne savons pas comment la vie est apparue sur Terre, nous savons qu'elle y était présente il y a 3,2 milliards d'années. La vie terrestre, basée sur le carbone et l'eau, est le seul modèle connu à ce jour, bien qu'une partie de son fonctionnement nous échappe encore. Dans notre projet TPE, nous nous intéresserons particulièrement aux conditions d'apparition de la vie sur Terre, avec pour objectif de réfléchir à la possibilité d'un modèle de vie différent, pouvant exister ailleurs dans l'espace. Ce compte-rendu est donc rempli d'hypothèses qui à première vue peuvent paraître invraisemblables, mais qui scientifiquement présentent des avantages en faveur d'un modèle de vie différent du nôtre. Pour cela, nous allons nous baser sur 3 grandes parties. Premièrement, nous verrons quelles sont les conditions d'apparition de la vie. Puis nous regarderons les possibilités que la vie existe sur des astres autres que la Terre. Et enfin, nous nous intéresserons à la probabilité de l'existence d'un modèle biochimique différent. La Terre présente des conditions optimales pour permettre le développement de la vie. Mais est-il possible que la vie puisse apparaître dans des conditions autres que celles que nous connaissons? La vie peut-elle exister sans lumière? La température peut-elle varier? La pression atmosphérique peut-elle être extrêmement forte ou au contraire inexistante? Pour répondre à ces questions, nous allons nous intéresser aux conditions qui ont permis à la vie de se développer sur Terre, puis nous observerons les problèmes que posent des conditions différentes pour l'apparition de la vie. La lumière. La lumière est une source d'énergie émanant généralement des étoiles. Ainsi, la principale particularité de la zone habitable d'une étoile est qu'elle permet d'avoir une quantité optimale d'énergie venant du Soleil qui arrive sur la planète. La zone habitable, c'est une zone théorique où l'eau peut rester liquide à la surface d'une planète et où les conditions physiques, la température en particulier, sont compatibles avec l'existence de la vie, du moins sous la forme dont nous la connaissons. On remarque sur ce graphique que plus les différentes planètes sont éloignées du Soleil, moins elles reçoivent d'énergie. La Terre se trouve dans la zone habitable du Soleil. Elle reçoit une quantité d'énergie relativement importante qui lui permet d'avoir une température moyenne de 15 degrés Celsius. La plupart des êtres vivants sur Terre sont dépendants de la lumière. Les organismes phototrophes pratiquent la photosynthèse et indirectement d'autres organismes consomment ce que les phototrophes produisent, le dioxygène. Cependant, les premiers êtres vivants apparus sur Terre étaient des organismes chimiotrophes méthanogènes. Un organisme chimiotrophe méthanogène est un organisme vivant qui produit des molécules organiques par oxydation de substances minérales par voie de chimiosynthèse, formation ou production de corps organiques réalisés sous l'effet d'une source d'énergie chimique. On peut donc se demander si la lumière est vraiment indispensable à la vie et donc se poser la question, peut-il exister une forme de vie capable de se développer sans lumière? Il semblerait que la vie puisse exister en l'absence de lumière, en témoigne l'existence d'organismes chimiotrophes. Cependant, les phototrophes ne peuvent pas réaliser leur métabolisme en l'absence de lumière, ce qui provoque une absence d'oxygène et donc cela empêche le développement d'êtres consommant du dioxygène, puisqu'ils ne peuvent pas pratiquer la respiration cellulaire. De plus, si les chimiotrophes ne consomment pas de dioxygène, ils en produisent au cours de leur métabolisme. Si cela peut paraître un atout dans le développement de la vie, cela pose plus un problème puisque les méthanogènes ne peuvent pas vivre en présence de dioxygène. On retrouve alors un cas déjà vécu aux origines de la vie sur Terre. Et une des idées, c'est, voilà, on avait un soleil qui était un soleil, alors, c'est une des hypothèses, un soleil qui était un soleil froid. Donc la Terre aurait dû être gelée. Mais on avait au départ beaucoup d'êtres vivants qui vivaient autour des sources thermales, etc., et qui émettaient du méthane, gaz à effet de serre, qui maintenait l'effet de serre. Quand les êtres qui pratiquent la photosynthèse oxygénique sont arrivés, l'oxygène a tué une grande partie des méthanogènes, ou du moins ceux qui étaient en surface. À ce moment-là, s'ils ont été tués, la production de méthane a diminué, la température a diminué, glaciation. Mais à ce moment-là, les méthanogènes qui étaient en profondeur, eux, ils ont continué leur petite vie. Par contre, ceux qui produisaient de l'oxygène qui étaient en surface, ils sont morts. Donc, les méthanogènes ont refait monter l'effet de serre, etc., jusqu'au moment où le Soleil est devenu assez chaud pour éviter que ça regèle.
On peut donc difficilement arriver à un système de vie stable avec des organismes autres que les chimiotrophes. Avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, un milieu sans lumière ne permet le développement que d'organismes méthanogènes. Les autres formes de vie ne pourraient pas survivre dans de telles conditions. La lumière et l'énergie qu'elle transporte est un caractère influent directement sur la température. La température d'une planète est liée à plusieurs critères qui sont l'atmosphère, la lumière, mais aussi l'activité géologique. En effet, pour pouvoir parler de ce problème, il nous faut expliquer ce qu'est la température théorique. Il s'agit de la température que l'on calcule sans prendre en compte l'effet de serre. Donc la température par rapport à l'énergie reçue est donc liée à la distance planète-étoile. Par exemple, la température théorique de la Terre est de moins 18 degrés Celsius. Et sa température réelle est de plus 15 degrés Celsius en moyenne. Ainsi, la lumière va jouer un rôle important sur la température. L'atmosphère joue un rôle majeur pour la température de la planète, car elle va retenir la chaleur sur la planète grâce à l'effet de serre. Enfin, l'activité géologique va permettre la libération de gaz qui vont favoriser l'apparition d'une atmosphère, donc une élévation de la température. Plus la température est basse et moins les éléments réagissent. Les réactions chimiques seront totalement impossibles à moins 273,15 degrés Celsius, car les molécules et les éléments ne bougent plus. C'est le zéro absolu. Nous allons maintenant parler de l'effet de la température sur les êtres vivants. Les êtres vivants ne peuvent survivre à toutes les températures. En effet, pour une température basse, les réactions métaboliques seront plus lentes, et donc le développement des organismes également. De plus, les liquides présents dans le cytoplasme des cellules peuvent former des cristaux, ce qui peut percer et endommager la membrane des cellules. Par ailleurs, une température trop chaude provoque de nouvelles réactions chimiques. Quand vous faites cuire un œuf sur le plat ou à la coque, par exemple, sa consistance change. Ainsi, si les réactions chimiques changent, la cellule va se transformer. Or, il est difficile de concevoir un être vivant avec des métabolismes qui se transforment et donc une modification des cellules. De plus, certaines protéines sont thermolabiles, c'est-à-dire qu'elles changent selon la température. Néanmoins, si les êtres vivants que nous connaissons ne résistent pas à des températures élevées, cela ne veut pas dire que des organismes différents aient un métabolisme adapté aux hautes températures. D'ailleurs, nous connaissons les organismes hyperthermophiles qui se développent à des températures parfois supérieures à 80 degrés Celsius. De même, certains organismes dits psychrophiles se développent à une température inférieure à 5 degrés Celsius. Cependant, on ne connaît pas d'organismes pouvant se développer à des températures supérieures à 80 degrés Celsius et inférieures à 5 degrés Celsius. L'atmosphère est un des facteurs les plus importants pour l'apparition de la vie, car grâce à l'effet de serre, elle a une influence sur la température à la surface de la planète. Elle est aussi à l'origine de la protection contre les rayons nocifs du cosmos et la pression qui influe sur le métabolisme des êtres vivants. La composition de l'atmosphère. L'atmosphère est une grande couche de matière gazeuse qui peut varier selon les planètes. La composition de cette atmosphère réagit avec les êtres vivants. Par exemple, sur Terre, les êtres humains respirent de l'oxygène, la respiration cellulaire, présent dans l'atmosphère. Cette composition est également à l'origine de l'effet de serre et de la couche d'ozone. Donc si sa composition varie, la température terrestre varie. A l'inverse, les organismes influent sur la composition de l'atmosphère. Ainsi, la vie aurait plusieurs difficultés à se développer sur un astre sans atmosphère. Premièrement, il n'y aurait aucune interaction entre les êtres vivants et l'atmosphère, donc pas de réaction chimique possible entre êtres vivants et environnement. Sans atmosphère, certains gaz essentiels à une forme de vie seront absents. Enfin, il n'y aurait aucune protection contre les rayons cosmiques tels que les UV qui sont nocifs car mutagènes, c'est-à-dire qu'ils détruisent les cellules. En effet, dans l'atmosphère terrestre, une couche d'ozone protège les êtres vivants car ce gaz a pour particularité d'absorber les rayons énergétiques tels que les UV. De plus, l'absence d'effet de serre entraîne des températures plus basses, ce qui peut nous ramener aux problèmes posés pour un développement de la vie à basse température. Cependant, ces problèmes pourraient être compensés par une modification du système de vie. Il faudrait donc une forme de vie basée sur un autre fonctionnement, par exemple, qui utilise une autre manière d'apporter les éléments essentiels, comme avec la composition du sol. Si la planète est bien placée en fonction de son étoile, la température sera optimale pour la présence d'un solvant liquide. Cependant, à l'exemple de l'espace, les températures varieront énormément. Pour résister aux UV, il faudrait que les êtres vivants ne soient pas affectés par ces rayons, ou alors que la vie se développe à l'abri, par exemple
en souterrain ou dans les océans. On peut donc penser que la vie sous forme d'organismes chimiotrophes pourrait se développer. En effet, ces organismes utilisent la matière organique pour produire leur énergie. Ils se développent au fond des océans et sont donc protégés des rayons nocifs. La pression. L'atmosphère influe sur la pression qui, elle, influe sur les êtres vivants. Plus la couche atmosphérique est épaisse et lourde, plus la pression sera forte. La pression est importante pour le maintien de notre métabolisme en un tout, car notre corps est constitué de gaz, de liquide et de solide et délimité par la peau et par la pression. La pression influence également la présence d'un solvant liquide. En effet, la pression influence les températures de changement d'état des éléments. La vie peut-elle apparaître avec une pression forte ? À première vue, une pression importante pose plusieurs problèmes. Si la pression permet la cohésion des corps pluricellulaires, une pression trop forte peut provoquer la compression des cellules, ce qui peut aboutir à une rupture des membranes plasmiques. Par ailleurs, les scientifiques savent que la pression modifie le métabolisme des êtres vivants. Enfin, la pression, si elle est forte, doit permettre l'apparition d'un solvant liquide en fonction de la température. Il faut donc une température plus élevée. Cependant, si la pression exerce un effet notable sur les plus grands organismes, échelle macroscopique, son effet est négligeable sur les organismes microscopiques et encore plus sur les organismes monocellulaires. Ainsi, l'effet de la pression dépend de la taille de l'individu. De plus, certains organismes ont réussi à s'adapter à de telles pressions. Exemple, les tardigrades en développant des squelettes externes appelés cuticules. Par ailleurs, il faudrait que ces êtres possèdent un métabolisme adapté. Ainsi, la vie pourrait se développer avec une forte pression, en témoignent les organismes vivants au fond des océans. Comme pour la vie à forte pression, la vie à pression faible pose différents problèmes. Les éléments qui composent les êtres vivants ne seront pas regroupés en un tout unique dans un environnement sans pression ou avec une pression très basse. La cohésion ne pourrait pas être assurée. Cependant, les êtres vivants monocellulaires résistent mieux à une pression basse, car la pression dépend de la surface de l'être vivant, comme expliqué avant. De plus, comme la pression forte, les êtres vivants possédant une cuticule résistent d'autant plus à la pression faible, car cette cuticule pourrait maintenir les éléments en un tout. Cependant, un problème plus important se pose, puisqu'avec une pression basse, il ne peut y avoir d'eau à l'état liquide, ce qui obligerait la vie à se développer sous terre, puisque le poids des roches permettrait d'augmenter la pression. Il est difficile de savoir si la vie pourrait se développer à une pression faible, du fait que nous n'avons aucun exemple connu. Cependant, l'absence d'eau liquide pose de nombreux problèmes. L'atmosphère semble donc un facteur indispensable pour l'apparition de la vie. En effet, pour que la vie existe sans atmosphère, il faudrait qu'il vive en souterrain pour se protéger des rayons cosmiques, qu'il possède une cuticule pour survivre à une pression importante, et enfin que la vie soit basée sur un autre fonctionnement capable de faire des réactions chimiques dans un milieu à forte ou faible pression, ce qui semble impossible. Il est donc très peu probable de découvrir une vie apparue en surface dans un milieu sans atmosphère. Cependant, une vie en souterrain serait possible, de même qu'une vie dans l'océan. En effet, dans ce cas, la roche et l'eau joueraient une partie du rôle de l'atmosphère. Est-ce que la vie pourrait exister sur une autre planète? La Terre est le seul astre sur lequel nous savons concrètement que la vie existe. Notre planète comporte des caractéristiques physiques particulières qui lui permettent de rassembler des conditions favorables au développement de la vie. Mais la vie peut-elle exister sur des astres différents ? Pour résumer toutes les caractéristiques qui font de la Terre un milieu propice à la vie, nous présentons donc ce graphique. Donc, premièrement, on voit que la Terre a une distance au Soleil favorable qui lui permet d'obtenir une énergie adéquate, qui va lui permettre d'obtenir une température moyenne d'environ 15 degrés. Mais la distance n'est pas le seul facteur pour cette température. En effet, nous avons aussi une masse importante sur Terre qui va conférer donc une gravité relativement importante et ce qui va permettre d'avoir une atmosphère relativement épaisse et donc un effet de serre suffisamment important pour faire monter la température. En effet, sans cet effet de serre, la température sur Terre serait de moins 18 degrés. Donc, en plus de l'effet de serre, cette atmosphère permet également d'avoir une pression atmosphérique optimale et tout cela va permettre d'obtenir de l'eau liquide, donc la température plus la pression, facteur indispensable pour l'apparition de la vie. Ensuite, on sait aussi que la Terre, on a une énergie interne, intérieure avec les plaques tectoniques et cela va permettre d'avoir un rejet de gaz atmosphérique via par exemple les volcans et cela contribue aussi à l'épaisseur de l'atmosphère. Enfin, l'oxygène présent dans l'atmosphère est un gaz essentiel pour l'apparition de la vie
Et il permet entre autres de créer la couche d'ozone parce que les rayons du soleil vont venir frapper les molécules d'oxygène et de dioxygène, ce qui va former de l'ozone, et l'ozone est indispensable à la vie puisqu'il nous protège contre les rayons ultraviolets. Et chose qui n'est pas inscrite sur ce schéma, nous avons également un champ magnétique intense qui va nous permettre de nous protéger face aux particules solaires du cosmos. Donc toutes ces caractéristiques permettent d'obtenir un milieu optimal pour l'apparition de la vie. Donc, les planètes naines présentent une distance au Soleil qui peut être variable. Cette distance au Soleil, si elle est adéquate, va permettre une énergie solaire adéquate et une température de surface propice à l'eau liquide. Les planètes naines présentent une masse qui va être faible. Donc cette masse faible va apporter une gravité qui va être faible et donc une atmosphère qui ne va pas être très épaisse. Mais ceci peut être compensé par une énergie interne qui va produire des gaz atmosphériques par le biais des volcans et des fumeurs, et donc de compenser cela et de faire une atmosphère plus épaisse. Cette atmosphère va entraîner il va y avoir l'apparition de gaz tels que l'oxygène ou l'ozone. Donc il y a aussi une chaleur souterraine qui va être présente sur ces planètes naines, et donc qui va pouvoir emmener aussi à une eau liquide, donc avec une élévation de la température. Cependant, il y a un champ magnétique sur ces planètes qui est très faible, voire inexistant, et donc une protection contre les UV et le cosmos, donc les rayons du cosmos, qui va être faible. Donc tous ces critères vont faire que la vie sur les planètes naines va être assez difficile, car il faut regrouper plusieurs caractéristiques. Pas l'apparition de la vie, ou du moins on pense qu'elle est très très peu probable. Dans un premier temps, la distance entre l'étoile et la planète gazeuse, elle peut être dans la zone habitable, la planète gazeuse, donc elle peut avoir de l'énergie solaire qui soit capable d'avoir une bonne température. Cependant, à cause de sa masse qui est énorme, la gravité qui sera sur la planète gazeuse va également mettre une atmosphère épaisse. L'atmosphère va donc avoir un effet de serre très puissant qui va augmenter la température bien trop élevée, ou du moins va la rendre très variable. Et cette température-là, avec la pression qui est causée par l'atmosphère épaisse, ne permettrait pas l'apparition de l'eau liquide, d'autant plus qu'il n'y a pas de sol. La planète gazeuse peut également avoir une énergie interne qui permettrait donc d'avoir de gaz atmosphériques dus aux volcans ou aux fumeurs, qui vont notamment jouer sur l'atmosphère de la planète. Les planètes gazeuses ont sûrement également un champ magnétique qui serait capable de protéger la planète des rayons du cosmos, tels que les UV ou les vents solaires. Donc on peut clairement dire pour la planète gazeuse que la vie n'est pas possible. Donc, en ce qui concerne les planètes telluriques, il est assez difficile de dire si la vie pourrait apparaître dessus, parce que théoriquement, toutes les conditions pourraient être rassemblées. Par exemple, la distance Terre-Soleil peut varier et elle peut très bien être adéquate et permettre d'avoir une température moyenne suffisante pour avoir de l'eau liquide. Et on sait, et ça c'est sûr, que la masse est suffisamment importante et que la gravité du coup permet d'avoir une atmosphère relativement épaisse. Et donc pourquoi pas un effet de serre relativement important, ce qui influencerait aussi la température. Et l'atmosphère permettrait aussi, pourquoi pas, d'avoir une pression atmosphérique bien, qui permettrait l'apparition de l'eau liquide. Par ailleurs, on sait qu'il peut sûrement y avoir une énergie interne qui permettrait donc la présence de gaz atmosphériques, ce qui renforcerait l'atmosphère. Et sûrement, dans beaucoup de planètes telluriques, nous avons un champ magnétique qui donc nous permet une protection contre le cosmos. Par ailleurs, l'atmosphère pourrait très bien être constituée d'oxygène et donc
avoir une couche d'ozone qui la protégerait des UV. Mais le grand problème des planètes telluriques est que nous en connaissons beaucoup et que pour le moment, une seule accueille la vie, c'est la Terre. Donc même si toutes ces conditions sont probables, rien ne dit qu'elles existent réellement sur cette planète. Donc, les planètes océans présentent une distance avec leur étoile qui va être adéquate. Cette distance va procurer une énergie solaire à cette planète. Et donc, cette planète présente aussi une masse qui va être importante, un petit peu plus élevée que celle de la Terre. Une gravité donc, qui va être importante liée à cette masse, et donc une atmosphère qui va être épaisse. Donc, un effet de serre qui va être assez important. Donc, la création d'une température qui va permettre une eau liquide. Sur ces planètes océans, il y a la création d'une énergie interne, donc des gaz atmosphériques, par le biais des volcans et des fumeurs. Donc cela va permettre encore d'agrandir cette atmosphère et donc de créer encore une pression atmosphérique plus grande pour avoir une apparition de l'eau liquide. Cette atmosphère peut avoir une composition où l'oxygène va être présent, mais aussi l'ozone qui va permettre de protéger contre les rayons du cosmos et donc des UV. Cependant, le champ magnétique de ces planètes n'est pas forcément toujours présent et donc cette protection ne va pas forcément toujours fonctionner. Donc l'apparition de la vie est possible, en tout cas elle est plus possible que sur les planètes telluriques. Les biochimies hypothétiques. Définition. La biochimie correspond à la science qui étudie la composition et les réactions chimiques de la matière vivante et des substances qui en sont issues. Ainsi, sur Terre, le système biochimique est basé sur le carbone. On parle de biochimie du carbone. Les biochimies hypothétiques sont des systèmes biochimiques envisagés par les scientifiques pour expliquer une forme de vie différente de la nôtre. Ainsi, les scientifiques cherchent à proposer une biochimie basée sur d'autres éléments que le carbone, en se basant sur les propriétés chimiques de celui-ci. Le silicium est aujourd'hui l'élément le plus considéré par les scientifiques dans le cadre d'une biochimie hypothétique. Son numéro atomique est 14 et il appartient au même groupe chimique que le carbone. Il est représenté par le symbole Si et constitue 25,7% de la masse de la croûte terrestre, où on le trouve sous forme de dioxyde de silicium principalement. C'est un matériau solide, ses températures de fusion et d'ébullition sont respectivement de 1414 degrés et de 3265 degrés. Il est par ailleurs tétravalent comme le carbone, mais possède une masse environ 50% supérieure à celui-ci. Le silicium faisant partie de la même famille chimique que le carbone, il possède les mêmes propriétés chimiques que celui-ci. De plus, étant tétravalent, il peut théoriquement se lier à de nombreux atomes pour former des molécules complexes, comme le carbone qui forme les chaînes carbonées qui permettent d'obtenir les molécules organiques qui sont à la base de tous les êtres vivants. Le silicium étant plus lourd que le carbone, il crée difficilement des liaisons stables à température ambiante, si bien qu'il n'existe que très peu de molécules à base de silicium, alors qu'il existe des centaines de molécules carbonées. Or, la vie est basée sur de nombreuses molécules organiques, ce qui pose donc problème. De plus, les analogues des molécules carbonées, essentielles pour la vie, ne possèdent pas les mêmes propriétés. Les silanes, molécules composées de silicium et d'hydrogène, sont très réactives dans l'eau et ont tendance à se décomposer instantanément, contrairement aux alcanes. De plus, l'analogue du CO2, la silice, est un composé solide. Or, la majorité des êtres vivants rejetant du CO2 par leur voie respiratoire, il paraît difficile d'envisager des êtres vivants rejetant du sable à chaque expiration. Il faudrait donc un système respiratoire très différent du nôtre. Le silicium peut donc former 4 liaisons covalentes, comme le carbone, mais ces liaisons sont instables à cause de la masse et du poids de l'atome. Pour résoudre ce problème, on pourrait cependant envisager une forme de vie
se développant dans un environnement très froid, car les liaisons covalentes du silicium sont plus stables à une température de -150 à -220 degrés Celsius. La formation de molécules complexes serait alors possible et on pourrait envisager la formation d'organismes vivants. Cependant, comme vu précédemment, le développement de la vie dans un environnement froid pose plusieurs problèmes. En particulier, le fait que les réactions métaboliques seront considérablement ralenties, ou encore l'absence de solvants, liquides, etc. Cela nous ramène à la partie vue précédemment, sur la vie à basse température. Pour le problème de respiration dû au fait que la silice est un composé solide, une solution envisageable est la présence d'organismes silanogènes, dont le fonctionnement est calqué sur les organismes méthanogènes, c'est-à-dire une consommation de matière minérale et un rejet de silane, analogue silicieux du méthane, car en effet, le silane est un gaz. Cependant, la plupart des méthanogènes connus à ce jour sont thermophiles et donc ne pourraient se développer dans un environnement froid. Mais cette hypothèse reste envisageable à condition de résoudre le problème de stabilité des liaisons covalentes. Enfin, le fait que les silanes se dissoudent dans l'eau peut se résoudre en changeant le solvant de base du système biochimique. En effet, les silanes sont très peu réactifs à des solvants acides. De plus, les silicones, molécules composées de silicium, d'oxygène et d'hydrogène, ne sont pas réactifs avec l'eau. On peut donc envisager une forme de vie basée sur ces molécules plutôt que sur les silanes. Ainsi, si le silicium présente des avantages pour un modèle biochimique hypothétique, il reste néanmoins plusieurs incohérences et problèmes à résoudre, si bien que cette hypothèse est aujourd'hui considérée comme peu probable malgré les éventuelles solutions que l'on peut trouver. Tout d'abord, nous allons parler du solvant où la vie serait apparue et qui semble posséder les caractéristiques du solvant idéal, c'est-à-dire l'eau. L'eau peut se trouver sous 3 états, à l'état liquide, solide ou sous forme de vapeur. L'état sous lequel elle se trouve dépend de la température et la pression. De plus, l'eau fait partie des meilleurs solvants connus à ce jour. En effet, grâce à sa polarité, l'eau permet la dissolution de nombreux corps ioniques, dont par exemple les briques de la vie. En outre, ce solvant est chimiquement neutre, ce qui permet aux cellules de se développer car les membranes sont moins touchées que dans un milieu corrosif. Par ailleurs, l'eau est présente dans de nombreux endroits dans l'univers, et en particulier dans le système solaire, comme sur certains satellites de Jupiter, ou peut-être même sur la Lune, ce qui laisse supposer une éventuelle vie pouvant être similaire à celle que l'on connaît sur Terre, autre part dans le système solaire. À présent, nous allons voir s'il serait possible que la vie puisse apparaître et se développer dans d'autres solvants que l'eau. Commençons avec l'ammoniac. L'ammoniac possède des caractéristiques pouvant lui permettre d'être un solvant capable de présenter une forme de vie quelle qu'elle soit. En effet, l'ammoniac est une molécule polaire, ce qui lui permet, tout comme l'eau, d'être un solvant polaire, et ce qui lui permet également la dissolution de nombreux corps ioniques. Alors évidemment, il présente certaines contraintes. Le caractère basique de l'ammoniac fait de ce solvant un élément corrosif et donc potentiellement nuisible aux membranes des cellules. Cependant, des formes de vie capables de vivre dans un milieu pareil ont déjà été retrouvées sur Terre. Il s'agit des alcaliphiles, qui sont des organismes qui se développent dans un milieu basique d'environ 9 de pH. De plus, l'ammoniac bloque les métabolismes cellulaires, ce qui entraîne la mort de la plupart des organismes vivants sur Terre. En plus de cela, l'ammoniac se trouve sous forme liquide seulement entre -77,7 degrés Celsius et -33,3 degrés Celsius. Cela provoque deux effets. Cette faible amplitude entre les deux températures fait que l'ammoniac ne peut se trouver sous forme liquide que dans une zone relativement petite. Et le deuxième effet est que les métabolismes sont rendus lents à cause de cette température très basse. En conclusion, l'ammoniac est un solvant envisageable puisque bien que son caractère acido-basique s'éloigne de celui de l'eau, ses propriétés de solubilité, elles, contrairement, se rapprochent de celles de l'eau. Donc on peut très bien imaginer un organisme avec un type de métabolisme spécifique pouvant se dérouler même dans un milieu basique. Il existe d'autres solvants envisageables où la vie serait susceptible de se développer, comme le méthanol, le formamide ou encore le fluorure d'hydrogène, mais nous n'avons pas le temps de tous les évoquer dans cette vidéo.
Pour conclure notre projet, il semble que l'apparition de la vie sur Terre provient d'un gigantesque concours de circonstances qui a fait que notre planète dispose de toutes les conditions physiques et chimiques pour que la vie puisse se développer dessus. Cependant, il semble tout à fait probable que la vie ait pu ou puisse se développer ailleurs, à condition que l'astre en question présente des facteurs favorables au développement de la vie. En effet, celle-ci semble pouvoir difficilement se développer dans des conditions extrêmes de température, de pression. Mais comme nous l'avons dit, ce n'est pas parce que nous ne connaissons pas de forme de vie capable de se développer dans ces environnements qu'il n'en existe aucune. De plus, il semble cependant difficile d'imaginer avec les connaissances d'aujourd'hui une vie basée sur une autre biochimie que celle du carbone, tant cet élément présente des particularités uniques et indispensables au développement de la vie. De même, l'eau semble être le solvant parfait pour permettre le développement de la vie, bien que certains solvants pourraient peut-être le permettre également, du moins en partie. Ainsi, si aucune forme de vie différente que la vie terrestre n'a été découverte, il est probable que la vie puisse se développer ailleurs.